Monsieur El Majid Maraoufou, bonjour. J'aurais, j'aurais mieux vous demander de vous présenter vous-même, selon vos titres, vos grades et d'utilité publique. Eh bien, je suis Monsieur Abdel Raouf Majidi, expert comptable, enseignant, formateur, enseignant dans le cursus d'expertise comptable, beaucoup plus spécialisé dans les questions juridiques, comptables et financières. Aujourd'hui, à la fin de cette formation, où il a été question d'un certain nombre de thématiques, de définitions de mots relatifs à l'orthodoxie financière, par rapport aussi aux décisions du législateur en matière de en griffe, crimes financiers, fraude, je ne dirais pas choses toujours financières. Dans quel état vous vous trouvez à la fin de cette formation avec des participants qui étaient en présentiel et puis en ligne? Vous savez, la question centrale que nous avons soulevée au niveau de cette formation dès le départ, c'est la question sur la connaissance et la conscience que le dirigeant d'entreprise doit pouvoir avoir des conventions réglementées. Et je suppose qu'aujourd'hui, tous les participants ont eu cette connaissance et surtout tous les participants en tant que dirigeants ont alors désormais cette conscience de pouvoir, je dirais, autour des conventions réglementées, se comporter aisément et correctement vis-à-vis de la loi. D'accord. Et donc le sentiment aujourd'hui, c'est ce sentiment de satisfaction d'avoir partagé avec ce public, de sachant d'avoir partagé avec ce public vraiment les éléments autour des conventions réglementées. Parce que la thématique aujourd'hui porte sur les conventions réglementées, mais le regard du dirigeant. Aujourd'hui, il a été question beaucoup plus d'une triptyque, je vais dire. Qu'est-ce qu'une entité d'abord? Alors, une entité, c'est une organisation bien formée et qui a un but donné. Donc, ça peut être une société, ça peut être une corporation, ça peut être une association. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup tourné autour des entités commerciales. Et notamment les formes juridiques les plus courantes qui sont la société à responsabilité limitée, les sociétés anonymes ou encore les sociétés par action simplifiée. Aujourd'hui, vous allez parler aussi des conventions. Dites-nous un peu un mot sur la typologie des conventions. Alors, les conventions, comme nous avons soulevé, vous avez trois types de conventions. Les conventions courantes, les conventions interdites et les conventions réglementées. Alors, le législateur a défini ce que c'est que les conventions courantes. Nous en avons parlé ensemble. Le législateur a défini ce que c'est que les conventions interdites, puisqu'on a précisé les opérations qui sont interdites. Et donc, de manière passive, alors on en déduit ce qui est réglementé. Parce que ce qui sera réglementé comme convention, ça veut dire que c'est une convention qui n'est pas courante, c'est une convention qui n'est pas interdite, et cette convention rentre dans le domaine de réglementé. Mais pourquoi ça rentre dans le domaine de réglementé? C'est parce que ces conventions doivent suivre un processus de validation. Lesquelles? Ça dépendra de chaque type d'entité. En général, les associés qui sont les propriétaires des entreprises au finish doivent avoir leur regard sur ces conventions pour les approuver. Et quand nous sommes dans une société à responsabilité limitée, un rapport spécial sera adressé à ces associés pour leur parler des conventions qui sont, je dirais, qui ont été conclues au sein de l'entité, qui sont du domaine de réglementé. Et quand nous sommes dans une société, par exemple, anonyme, par contre, le processus, il faut une autorisation préalable du conseil d'administration et après cette autorisation, l'approbation de l'Assemblée générale. Et donc, le processus n'est pas tout à fait le même dans une société à responsabilité limitée qu'une société anonyme. Et la société par action simplifiée aussi, dans le processus,
va ressembler à peu près à la société à responsabilité limitée, puisque les conventions sont approuvées en général a posteriori. Alors que dans une société anonyme, la convention déjà doit être autorisée pour être conclue, sauf des cas exceptionnels qu'on peut avoir et que la loi a prévu d'ailleurs en termes de conséquences. Nous allons aborder rapidement les cas des SRL, les sociétés à responsabilité limitée, qui ont suivi dans notre pays, un peu dans la sous-région. Est-ce que selon vous aujourd'hui, tout le monde est dirigeant dans une SRL? Tout le monde est diligent dans une SRL, ce n'est pas évident. Pourquoi je dis que ce n'est pas évident? Parce que généralement, nos différentes sociétés-là sont plus des sociétés familiales. Donc, ce qui fait que ça comporte des risques inhérents déjà à cette manière de gouvernance. Et l'intérêt de ces formations, c'est justement d'amener des dirigeants à être diligents, des dirigeants à ne pas être ignorants. Vous voyez? Et quand on n'est pas ignorant, on sait ce qu'on fait en tant que dirigeant. Alors on apprécie mieux le processus, on se comporte mieux avec les autres parties prenantes, et parmi lesquelles nous avons par exemple le commissaire aux comptes. On sait ce qu'il attend, on sait se comporter envers lui, on sait l'interpeller quand il y a des problèmes, parce que nous ne sommes pas ignorants. Vous voyez, donc pour un dirigeant, le fait de ne pas être ignorant, c'est vraiment tout un bien. Aujourd'hui, je vous dirais quand même que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, il faut vraiment multiplier des formations à l'endroit de ces dirigeants pour qu'on se retrouve dans une situation vraiment où ils sont véritablement diligents. Ce qui pèse en plus la responsabilité, sinon le rôle prépondérant d'un PCA, c'est-à-dire d'une présidence de conseil d'administration, qui est plus important dans ce noyau-là? Déjà, le président du conseil d'administration, il est désigné au conseil d'administration. Vous voyez, mais après, il a cette responsabilité de diriger ce conseil. Donc, il a la tête d'un conseil, et étant à la tête d'un conseil, il aura beaucoup de choses à jouer, de rôle, surtout de communication avec les autres organes. Que ce soit déjà l'Assemblée générale, que ce soit le commissaire aux comptes, et à un moment donné, il a des choses à faire. Et quand on revient à la thématique d'aujourd'hui, vous avez sans doute suivi que des fois, il doit aviser le commissaire aux comptes, il doit apporter certaines informations au commissaire aux comptes dans le cadre, par exemple, du rapport spécial sur les conventions réglementées ou encore du rapport circonstancié que nous avons vu ensemble sur les conditions de non-autorisation d'une convention au conseil d'administration. Et donc, il a la tête du conseil d'administration. Vous savez que le conseil d'administration est responsable de la gestion de l'entité. Le commissaire aux comptes, quelle est la prépondérance de son rôle dans ce système, sinon dans cette synergie, sinon dans ce tandem, pour une certaine fluidité, pour une certaine efficacité du conseil d'administration? Vous savez, le CAC, je dirais tout simplement que c'est un tiers de confiance, déjà. Et c'est pour ça que dans le système de contrôle, il doit donner l'assurance aux autres parties. Il y a ceux qui dirigent, il y a ceux qui ont apporté des fonds, c'est-à-dire les propriétaires. Mais il y a aussi des partenaires financiers, il y a d'autres types de partenaires. Et donc, autour de cet écosystème, le CAC, lui, il a le rôle du tiers de confiance parce qu'il doit pouvoir rapporter l'information telle que ça se passe et quand il y a des anomalies initiales. Et son rôle est élargi, mais revenons à la thématique d'aujourd'hui pour parler de son rôle, notamment le fait qu'il doit pouvoir faire un rapport spécial sur les conventions réglementées. Mais dans ce rôle-là, la législation ne lui a pas donné plus de responsabilité que ça, en dehors du fait qu'il doit apporter à l'Assemblée générale l'information sur les rapports. Donc lui, normalement, il doit être avisé des conclusions des conventions réglementées. Et s'il est avisé de ces conclusions,
et ça doit lui permettre de dresser son rapport spécial. Alors, dans le cas où le conseil d'administration, par exemple, n'a pas autorisé la convention, ça peut arriver que cette nullité, parce qu'alors il y aura une nullité de la convention, peut être couverte par l'Assemblée générale. Mais pour que l'Assemblée générale couvre cette nullité, l'Assemblée générale aura besoin du commissaire aux comptes à travers un rapport circonstancié sur les conditions de non-autorisation par le conseil d'administration. Donc vous imaginez l'importance de son rôle à ce niveau. Après, quand on va plus loin et on s'intéresse aux 3 types de conventions, notamment les conventions interdites, le commissaire aux comptes, quand il découvre une convention interdite, c'est important pour lui de voir l'implication de ces conventions en termes de délit. Est-ce qu'il est là un alarmiste ou bien il est un poseur d'alerte? Oh, un alarmiste, c'est trop dit, mais la loi lui a mis responsabilité. L'acte uniforme relatif aux droits des sociétés que nous avons, à travers l'article 716, l'oblige le commissaire aux comptes à révéler les faits délictueux. Et donc, si au sein de l'entité il constate des faits délictueux, il doit pouvoir révéler au procureur de la République. Après, le procureur s'en charge pour continuer son travail. Donc, vous voulez dire qu'il est exempt de la chicote du procureur ou bien c'est seulement le président du conseil qui est fouetté dans ce cas-là, par exemple, au cas où il y a peut-être des communes de vérité? Ah, mais au cas où il ne révèle pas, sa responsabilité est engagée lui aussi. C'est pour ça qu'il doit révéler quand il constate, l'existence des faits délictueux. On parle bien des faits délictueux. D'accord? Donc des faits punissables par la loi. Ouais. Et c'est pour cela, dans sa mission, il a quand même un rôle pédagogique à travers même sa lettre de mission. Parce que tout ça, c'est annoncé au départ, dans sa lettre de mission, dans sa proposition de service. Voilà, les obligations de chaque partie sont souvent annoncées. Et donc, les dirigeants doivent être conscients de cela. Parce que la question que vous soulevez là, parfois, à tort ou à raison, ça entraîne des problèmes entre le commissaire aux comptes et puis les dirigeants. Parce qu'on pense que le commissaire aux comptes les exhibe. Non, si on connaît bien le rôle, on pourrait éviter cette situation. Et quand on n'évite pas certaines situations, le commissaire aux comptes n'a pas trop de choix parce que lui-même, sa responsabilité sera engagée s'il n'a pas révélé la situation, notamment la situation délictueuse. Convention réglementée, convention courante, convention interdite. Dans quel cas c'est interdit? Alors, vous avez essentiellement 3 cas. Parce que l'Atiniforme a cité, quelle que soit la forme de la société, il est interdit qu'un dirigeant, par exemple, ou un associé, dans cette forme de société-là, obtienne un prêt de la société. Donc, autrement dit, est bénéficiaire d'un prêt. Il est interdit à ce dirigeant ou associé d'être bénéficiaire, par exemple, de découvert, ou parfois on parle de compte courant débiteur. D'accord? Et puis, le 3e cas, qui comporte même d'ailleurs 2 aspects, c'est il est interdit de se faire cautionner par la société ou de se faire avaliser par la société en ce qui concerne ses engagements personnels pour le dirigeant. Donc, ces opérations, quand on les constate, ce sont des opérations de conventions interdites. Cela veut dire qu'aujourd'hui, le CAC est-il un paratonnerre ou un fusible? Les deux. Les deux. Les deux, paratonnerres, parce que, comme je dis, dans un aspect pédagogique, il a pu présenter l'aspect. Et puis après, pourquoi pas, il sera fusible quand la situation est constatée. Monsieur Majid, merci.